Il existe une forme de mal-être qui ne se manifeste pas par des cris, mais par un silence diffus, presque imperceptible. C'est une sensation d'oppression douce, d'absurdité légère dans les relations quotidiennes, comme si quelque chose n'allait pas, mais sans jamais pouvoir le nommer. Tu ressens que ta joie se contracte, que ton énergie se disperse, que tes choix semblent échapper à ta propre volonté. Et pourtant, rien n'est dit, rien n'est clairement fait contre toi. Ce sont les murmures du contrôle, les filaments, invisibles d'une emprise psychique raffinée. Cette manipulation-là ne se fait pas avec des chaînes, mais avec des symboles, des silences, des phrases codées. Carl Jung parlait de la projection de l'ombre, pour désigner ces reflets, inconscients à travers lesquels une personne peut exercer un pouvoir immense sans même lever la voix. Le manipulateur psychologique, surtout celui qui maîtrise la psychologie obscure, ne t'impose rien. Il t'induit, il ne te frappe pas, il te fait douter de ta propre perception, il ne te force pas, il t'oriente doucement vers un territoire où tes besoins, tes limites, ton centre de gravité ne t'appartiennent plus vraiment. Et dans cette dynamique, la victime n'est pas seulement dominée, elle collabore, souvent inconsciemment, croyant choisir ce qui a été planté en elle par l'autre. Ce que l'on appelle psychologie obscure ne se limite donc pas à des techniques de manipulation. C'est un théâtre archétypal où certaines figures ancestrales, le sorcier, le maître, le sauveur, le martyr, prennent vie dans des relations quotidiennes. Le manipulateur active tes zones d'ombre, tes blessures d'enfance, tes manques affectifs et s'y installe. Il ne t'impose pas un rôle, il te séduit à l'endosser. Et peu à peu, tu deviens l'acteur d'un scénario que tu ne contrôles plus. Tu parles encore avec ta voix, mais tu vis sous l'influence d'un script psychique étranger. Ce que nous allons explorer ici, c'est une carte symbolique. Les 5 signes que tu vas découvrir ne sont pas des évidences bruyantes. Ce sont des frissons d'alerte que ton corps envoie, des dissonances subtiles dans ton esprit, des soupçons enfouis dans ton intuition. Reconnaître ces signes, ce n'est pas juger l'autre. C'est reprendre possession de ton centre. C'est mettre des mots là où régnait le trouble. Car nommer, dans ces cas, c'est déjà commencer à se libérer. Et la lucidité, lorsqu'elle est incarnée, devient la première frontière contre la domination invisible. Cela commence souvent de façon subtile. Une remarque anodine, un sourire ambigu, une question posée comme une pique douce. Tu expliques quelque chose et la personne te regarde avec ce mélange de scepticisme et de pitié. Elle te dit que tu exagères, que tu interprètes mal, que ce n'est pas ce qui a été dit. Au début, tu cherches à comprendre, à te justifier, à clarifier. Mais très vite, c'est ta propre perception qui devient floue. Et ce brouillard, insidieusement installé, est le signe premier d'un miroir brisé. L'autre ne reflète pas ton image, il la déforme. Et plus tu essaies de corriger cette image, plus tu t'éloignes de toi-même. Le gaslighting émotionnel est une stratégie de distorsion douce. Il ne vise pas à te convaincre d'un mensonge, mais à te faire douter de ta propre vérité. C'est la psychologie du miroir inversé. Chaque reflet est une blessure, chaque écho une remise en question. Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais ici, cette sagesse est détournée. Le manipulateur te pousse à l'introspection non pour t'élever, mais pour t'effondrer sur toi-même. Il devient le juge de ton ressenti, l'éditeur de ton récit intérieur. Petit à petit, tu te retrouves à marcher sur des œufs. Tu anticipes les malentendus, tu remets en question ton propre langage, tu modifies même tes souvenirs. Et après certaines conversations, tu ressors vidé, incertain, comme si ton esprit avait été piraté. Ce n'est pas de la fatigue normale, c'est le symptôme d'un envahissement psychique, une perte de territoire intérieur. Tu n'es plus sûr de ce que tu vois, ni de ce que tu ressens. Et cette confusion devient la terre sur laquelle le manipulateur s'enracine. Identifier ce mécanisme demande un regard sans concession. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de tracer une frontière. Où, dans les échanges, as-tu commencé à douter de ce que tu savais profondément juste? Où t'es-tu excusé d'être toi? Le point de bascule est souvent silencieux, mais il laisse des traces. La clarté ne ment jamais longtemps. Et même si tu ne peux pas encore changer la situation, mettre un nom sur cette dynamique, c'est déjà commencer à recoller les morceaux de ton propre miroir. Il y a une forme de lien qui ne se construit pas sur la constance, mais sur l'oscillation.
Un jour, tu es exalté par une attention chaleureuse, des mots doux, une présence enveloppante. Le lendemain, le silence, la distance, une froideur inexplicable. Et sans que tu t'en rendes compte, tu es pris dans un cycle chimique. Ton corps réclame la chaleur d'hier, ton esprit cherche à comprendre l'écart, ton cœur espère mériter à nouveau ce regard perdu. Ce n'est plus de l'amour, c'est une attente. Ce n'est plus un lien, c'est un conditionnement émotionnel. La validation intermittente est une stratégie puissante de manipulation affective. Elle repose sur un mécanisme simple mais profond, la dopamine. Chaque geste d'affection devient une récompense rare, précieuse, donc recherchée. Mais comme elle est imprévisible, tu restes en alerte, prêt à corriger, à plaire, à t'adapter pour la retrouver. Et dans ce va-et-vient, tu perds ton ancrage. Tu n'agis plus depuis ton centre, mais depuis un manque que l'autre a appris à nourrir par doses mesurées. Il devient le distributeur de ton estime de toi, le maître de ton climat intérieur. Ce phénomène active un archétype ancestral, celui de l'orphelin. L'enfant intérieur blessé, toujours à la recherche d'un amour stable, tente de séduire un parent émotionnel instable. Chaque silence est interprété comme une punition, chaque étreinte comme un pardon. Et dans cette dynamique, tu ne vis plus la relation. Tu la gères, tu la négocies, tu l'implores. Tu veux redevenir celui ou celle qui mérite l'amour, oubliant que ce mérite n'a jamais été approuvé. Ce type de manipulation ne crie pas. Il se glisse dans des attentions subtiles, des changements d'humeur, des incohérences affectives que tu justifies à force d'empathie. Mais à l'intérieur, quelque chose se contracte. Tu n'es plus libre de sentir ce que tu sens. Tu es conditionné à attendre. Et cette attente devient un fil invisible qui relie ta joie au bon vouloir de l'autre. Repérer ce fil, c'est le début d'un dénouement. Car l'amour n'est pas une loterie. Et l'âme, pour s'épanouir, a besoin de vérité, pas de suspense. La culpabilité, dans sa forme la plus perverse, ne se manifeste pas par des accusations directes, mais par des insinuations subtiles, des regards blessés, des phrases qui glissent doucement sous la peau. Ce n'est pas un reproche, c'est une attente. Ce n'est pas une attaque, c'est une déception feinte. Et tu te retrouves à porter un poids que tu ne comprends pas vraiment. Tu t'excuses sans raison claire, tu modifies ton comportement pour apaiser une tension floue, tu ressens de la honte sans avoir commis de faute. C'est ainsi que naît la manipulation par la culpabilité symbolique. Le manipulateur obscur n'élève pas la voix. Il insinue. Il dit « Si tu m'aimais, tu comprendrais ». Il soupire « Je fais tant pour toi ». Et sans jamais formuler une exigence, il crée une dette émotionnelle. Tu n'as rien promis, mais tu te sens redevable. Tu n'as rien trahi, mais tu ressens la trahison dans ces silences. Peu à peu, tu glisses dans un rôle qui ne t'a pas été demandé explicitement, mais que tu assumes entièrement, celui du responsable de son bien-être, de son équilibre, de son humeur. Tu deviens son régulateur émotionnel, et ce pouvoir que tu n'as jamais sollicité devient une prison. Ce mécanisme active un archétype bien connu, celui du martyr, celui qui, pour préserver le lien, accepte de se nier, celui qui sacrifie ses besoins, ses limites, ses intuitions, au nom d'une paix qui n'existe que dans l'œil de l'autre. Jung voyait dans la culpabilité un outil de contrôle collectif. Dans les dynamiques affectives, elle devient une arme relationnelle. Elle ne fait pas saigner, mais elle draine. Elle ne frappe pas, mais elle épuise. Il est essentiel, dans ces cas, de distinguer deux choses, la responsabilité réelle et l'assignation symbolique de faute. As-tu objectivement causé du tort ou ressens-tu simplement le mal-être de l'autre comme s'il t'appartenait? Ce flou, s'il n'est pas éclairci, devient un terrain fertile pour les déséquilibres chroniques. Car quand tu portes la douleur de l'autre sans pouvoir la transformer, tu deviens un canal, pas un partenaire. Et dans ce canal, ta propre voix s'efface. Reprendre ta place, ce n'est pas refuser la compassion, c'est choisir la clarté. Et la clarté, dans une relation saine, ne devrait jamais être une faute. Il existe une forme de domination qui ne passe pas par la force, mais par l'envoûtement. Elle ne contraint pas, elle enrobe. Elle ne t'impose pas de rester. Elle te persuade que partir serait trahir quelque chose de sacré. Dans certaines relations, la manipulation se dissimule derrière une couche de mysticisme, de promesses d'âme, de liens karmiques supposés indissolubles.
Tu n'es plus face à une personne, mais face à un symbole. Et ce symbole, une fois enraciné dans ton imaginaire affectif, devient une autorité silencieuse sur tes décisions les plus intimes. Le langage symbolique, lorsqu'il est utilisé pour inspirer, peut ouvrir des portes profondes vers la transformation. Mais dans les mains d'un manipulateur, il devient une clé pour verrouiller. Il ou elle parlera de connexion unique, de destinée cosmique, de rôle spirituel à jouer l'un pour l'autre. Cela flatte ton besoin de sens, ton aspiration à une relation qui dépasse le banal, mais cette grandeur supposée dissimule une mise sous emprise. L'autre te donne un rôle dans son théâtre intérieur, et toute tentative de quitter la scène est vécue comme une trahison métaphysique. Ce phénomène active une version distordue de l'archétype du sorcier. Non celui qui guide par sagesse, mais celui qui ensorcelle par suggestion. Il mélange vérité et manipulation, intuition et stratégie. Chaque mot est double. Il semble te libérer, mais il t'attache. Chaque silence est pesé. Il semble respecter ton espace, mais il t'emprisonne dans l'attente. Peu à peu, tu te mets à douter non seulement de toi, mais de la légitimité même de tes désirs de rupture, de distance, de solitude. Tu n'as plus seulement peur de blesser, tu crains de rompre un contrat d'âme. La question essentielle devient alors, ce que je ressens est-il inspiré ou influencé? Est-ce que ce langage élève ma souveraineté ou est-ce qu'il me pousse à céder mon pouvoir en croyant servir une vérité plus grande? Ce n'est pas la beauté des mots qui compte, mais ce qu'ils produisent en toi. La véritable inspiration renforce ton centre. La manipulation symbolique, elle, le déplace. Et lorsque ton centre ne t'appartient plus, tu ne vis plus ta vie. Tu incarnes un mythe écrit par un autre. Il est des liens qui ne se tissent pas avec violence, mais avec un fil d'exception. Une personne entre dans ta vie et peu à peu devient celle qui te comprend mieux que les autres. Cette idée est séduisante. Elle apaise un vide ancien, donne du sens à une solitude intérieure. Mais dans cette conviction, une dynamique invisible peut s'installer, celle de l'isolement symbolique. Tu ne t'éloignes pas des autres en claquant des portes. Tu le fais en silence, convaincu que les autres ne peuvent pas vraiment te voir. Et cette croyance ne vient pas de toi seul. Le manipulateur utilise cette stratégie pour t'installer dans une bulle psychique. Il devient ton miroir unique, ton témoin privilégié. Il dit que les autres ne te méritent pas, ne te saisissent pas, ne sont pas sur la même fréquence. Tu te mets à filtrer tes partages, à éviter certaines confidences, à te censurer auprès de ceux qui t'étaient proches. Pas par peur, mais par loyauté. Car dans ce système, l'amour devient une exclusivité. Et cette exclusivité, loin d'être romantique, devient un outil de domination. Jung décrivait ce phénomène comme une projection symbiotique. Quand l'autre devient le centre de ton monde intérieur, tu ne penses plus par toi-même, tu penses en fonction de ce que l'autre penserait. Tu ne ressens plus librement, tu ressens en écho à son monde. Ce n'est pas une relation, c'est une absorption. Et plus tu crois être enfin compris, plus tu perds ta propre capacité à te comprendre seul. L'unicité du lien devient alors une cage dorée, où tu t'auto-censures pour préserver la magie de ce que tu crois être une connexion rare. Le signe le plus évident de cet isolement symbolique est l'érosion lente de ton réseau de soutien. Tu ne consultes plus tes amis, tu ne racontes plus les nuances de ta vie à tes proches. Tu as peur de paraître injuste ou tu crains que leurs réactions nuisent à ton lien sacré. Mais dans cette réduction de perspective, ton discernement s'atrophie et ce qui semble être une complicité devient un territoire confiné où l'air psychique se raréfie. Te demander pourquoi tu t'es tu, pourquoi tu n'as plus partagé, pourquoi tu te sens coupable de douter, c'est ouvrir une brèche. Non pour accuser l'autre, mais pour retrouver ton centre. Car une relation saine ne t'éloigne pas du monde, elle t'y reconnecte. Et toute voix qui cherche à devenir ton unique écho te détourne de la plus essentielle, la tienne. Ce qui rend la psychologie obscure si dangereuse, ce n'est pas sa force mais sa finesse. Elle ne détruit pas d'un coup, elle érode. Elle ne t'enferme pas dans une cage, elle te guide doucement dans un labyrinthe où tu crois encore choisir. Ce type de manipulation ne crie jamais. Il se glisse dans les interstices de ton désir d'être aimé, de ta soif de connexion, de ton besoin d'être vu. Il se nourrit de ton humanité, non de ta faiblesse. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile à repérer. Jung
nous le rappelait avec rigueur, la liberté commence lorsque nous reconnaissons les contenus inconscients qui nous gouvernent. Tant que tu ne vois pas, tu n'as pas de choix. Mais dès que tu nommes, dès que tu reconnais les dynamiques à l'œuvre, quelque chose se réorganise. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ton centre commence à se reformer. Ta voix, longtemps étouffée, retrouve son souffle. Et dans ce souffle renaît le discernement, la capacité de distinguer entre amour et attachement, entre inspiration et contrôle, entre reflet et domination. Si, à travers ce parcours, tu as reconnu 2 ou plusieurs de ces signes dans tes relations passées ou présentes, ne cherche pas à tout résoudre d'un coup. Commence par t'honorer. Il faut du courage pour regarder sans filtre. Il faut de la maturité pour accepter que l'on ait pu se perdre. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est la naissance d'une souveraineté. Et cette souveraineté commence par un acte très simple, presque silencieux, se choisir. Alors, si quelqu'un autour de toi traverse cette même confusion, ce même vertige, partage-lui ce message. Car parfois, un mot juste entendu au bon moment peut briser un sort invisible. Et si tu n'as plus envie de résister aux manipulateurs, c'est peut-être bon signe. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans la lutte. Il émerge quand tu cesses d'être manipulable, quand ton centre doucement revient à sa juste place, et qu'enfin tu peux marcher droit dans le brouillard, non parce que tout est clair, mais parce que tu sais que la lumière maintenant vient de toi.